Bonjour Charles Adams. Bonjour. Alors vous êtes citoyen américain installé en Suisse depuis de nombreuses années. Vous avez été ambassadeur des États-Unis en Finlande sous la présidence Obama. C'était avant d'être remercié, si je puis dire, par Donald Trump au mois de janvier. Tout à fait. Ça semble un peu exotique pour un Européen de voir ce mépris affiché par un certain nombre d'Américains pour la théorie de l'évolution. Comment le comprendre? On était dans la Bible Belt, dans le Kentucky. Est-ce que c'est quelque chose qui est très circonscrit ou est-ce que c'est très répandu aux États-Unis? Écoutez, 40% de mes compatriotes à peu près se déclarent être créationnistes. Vous en connaissez? Donc, personnellement, non, je dois dire. Mais ça représente quand même un important créneau de la population américaine, qui est répandue à peu près partout, concentrée, si vous voulez, effectivement, dans cette ceinture de la Bible. Mais il y en a tout autant, ou presque, même en Californie et on peut dans en trouver l'État à de New New York, en Californie, aux quatre coins des États-Unis. Bonjour Philippe Gonzalez. Bonjour. Vous êtes sociologue des religions, professeur à l'université de Lausanne, et vous êtes spécialiste du mouvement évangélique, aussi aux États-Unis. Alors, il faut être prudent avec les chiffres. On sait que, suivant comment on pose la question, on a des réponses différentes. Mais on peut dire quand même qu'effectivement, 40% de la population ne croit pas à la théorie de l'évolution telle qu'elle est enseignée dans les cours de sciences. C'est juste aux États-Unis. Absolument. Je pense que déjà, il faut faire une distinction entre un créationniste et quelqu'un qui croit en la création. Tous les chrétiens croient en la création, comme dans les monothéismes. C'est pareil pour les juifs, c'est pareil pour les musulmans, mais tous les chrétiens ne sont pas créationnistes. Avec les créationnistes, on a affaire à des gens qui ont une vision très tranchée de l'articulation entre la science et la foi. Ils vont vous dire que le monde a été créé en 6 jours, de 24 heures, il y a moins de 10 000 ans. Et c'est cette réponse-là qu'enregistrent les sondages. Donc 40% d'Américains, et c'est cohérent avec les chiffres qu'on a depuis les années 80 à peu près. On a des ordres de grandeur qui sont similaires. Et puis, ce même sondage que vous mentionnez fait une distinction avec 30% de chrétiens qui, eux, pensent qu'on peut articuler l'enseignement de l'évolution avec les enseignements de la Bible, en pensant qu'il y a eu un processus d'évolution et qu'un Dieu créateur, en fait, a guidé ce processus. Mais vous me disiez, en préparant cette émission, que cette proportion-là est plutôt en train de diminuer. Voilà. Alors, on se retrouve avec une forme de polarisation, avec d'un côté des créationnistes durs et de l'autre des athées qui, eux, ne pensent pas qu'il y ait une intervention divine dans le processus de l'évolution. Et en fait, la tranche qui se retrouve prise en sandwich, c'est celle des chrétiens qui essayent d'articuler de façon compliquée, dialectique, c'est pas évident, ce que nous apprend la science aujourd'hui avec des enseignements qu'ils reçoivent de leurs écritures saintes. Charles Adams, les États-Unis hébergent quand même parmi les meilleures universités au monde. Ça semble bizarre, cette méfiance, cette défiance de certains Américains vis-à-vis de la foi. Comment est-ce que vous l'expliquez? Vis-à-vis de la foi, pardon, vis-à-vis de la science. Je crois que ces mêmes sondages démontrent qu'il y a une corrélation entre le niveau éducatif, d'une part, et la propensité à croire, à accepter le phénomène de l'évolution, qu'elle soit théiste d'ailleurs ou pas. Car ce dont parlait M. Gonzalez à l'instant, c'est l'évolution théiste, où on admet que oui, la science est avérée, mais il y a dans la direction de la science une divinité, une volonté divine. Mais vous dites en quelque sorte, excusez-moi, que 40% de la population américaine n'a pas été éduquée correctement, n'a pas suivi un enseignement qui lui permet de faire cette distinction. Car là aussi, la statistique est incontestable. 40% des Américains n'ont pas suivi une éducation au-delà du niveau secondaire. Je ne dis pas que ce soit la même démographie, mais il y a malgré tout une corrélation. Est-ce qu'on peut parler aussi peut-être d'une opposition entre ce qui se professe dans les églises et ce qui se dit dans les cours? Est-ce qu'en quelque sorte on a là une opposition entre le pouvoir du pasteur, du discours religieux et celui des scientifiques? Je crois que c'était un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que d'abord l'opposition, ce n'est pas une opposition entre église et science, c'est une opposition entre certaines églises et la science, on peut dire. Quand je parle de certaines églises, on a quand même une forme de radicalisation avec le mouvement fondamentaliste qui va faire de la cause
anti-évolutionniste, de cette opposition à la théorie de l'évolution, un de ses principaux moteurs. Mais pourquoi ? Pour asseoir une certaine vision de la société et la défendre. Et cette vision, elle va se cristalliser dans les années 20. En 1920, il va y avoir un grand procès en 1925 qu'on appelle le procès du singe, qui va se tenir dans le Tennessee, à Dayton. Et dans ce procès, qui va être un formidable procès, c'est le premier procès de l'histoire aux États-Unis qui est télévisé, il va être plutôt filmé et radiodiffusé. Et dans ce procès, ce qui va s'affronter, ce sont deux visions de la culture américaine. Une vision qui est une vision refermée sur des petites communautés autour de leur église, mais des petites communautés qui sont quand même, on va le dire, blanches, ségrégationnistes, qui ont une certaine conception du rapport de la religion à la société, face à une Amérique qui se veut ouverte, libérale, pluraliste, urbaine. Et c'est cette même opposition qui continue aujourd'hui à jouer un rôle important et structurant dans l'imaginaire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des évangéliques, parce qu'on parle du courant évangélique, qui sont des scientifiques de renom et qui sont parfaitement partisans de la théorie de l'évolution, qui en sont même des spécialistes. Je pense ici à Francis Collins, qui a été le directeur du projet de décryptage ou de cartographie du génome humain. Donc c'est quand même un scientifique de premier rang, mais ce ne sont pas des gens comme Francis Collins qui sont entendus dans les milieux fondamentalistes, ce sont des gens plutôt comme Ken Ham, qui est le fondateur du Musée de la Création qu'on a vu ici, et qui lui a une entreprise religieuse en nom propre. Donc son entreprise génère à peu près 20 millions de dollars par année en diffusant du matériel créationniste et en court-circuitant une forme de réflexion théologique qui peut être conduite aussi par des penseurs ou des théologiens évangéliques sur l'articulation difficile entre évolution et création. Ça veut dire qu'il y a un débat au sein des chrétiens sur cette question. Ça fait bouger un peu les chrétiens qui ne sont pas créationnistes aux États-Unis. J'aurais tendance à dire qu'il y a un débat dans les courants dits mainstream, généraux, principaux des églises, mais du côté des mouvements fondamentalisés, là, il n'y a pas vraiment un débat, il y a plutôt une incapacité à entendre ses propres élites et au contraire, on fait confiance à des prédicateurs qui sont des bonimenteurs, on pourrait le dire comme ça. D'accord. Charles Adams, on l'a vu dans le reportage, il y a des projets de loi qui sont menés par des évangéliques et donc on voit qu'il y a un agenda politique de cette droite chrétienne. Est-ce que ça veut dire qu'avec des représentants tels que Mike Pence et Betsy DeVos dans l'administration Trump, ils ont vraiment le pouvoir de changer les choses et dans quel sens ? Il est important de souligner que les velléités législatives de l'extrême droite religieuse allant dans ce sens ont été systématiquement contrées par la justice américaine. Ça a été le cas d'ailleurs dans le Scopes Trial que vous évoquiez à l'instant. Ça a été le cas en 1987 lorsque la Cour suprême a déclaré anticonstitutionnelle l'imposition par l'État de la Louisiane de l'obligation d'enseigner le créationnisme comme thèse à égalité avec la thèse évolutionniste. Ça ne passe pas la rampe de la constitutionnalité. C'est important de le savoir, car ça limite effectivement le potentiel d'ingérence dans la gouvernance des personnalités que vous citez, qui sont effectivement bel et bien créationnistes. Mais quel est leur pouvoir de faire évoluer, de faire changer les choses ? Il est limité. Il est limité à une sorte d'influence sur les budgets fédéraux qui sont pour l'enseignement, par exemple, ou pour la recherche scientifique. Mais justement, il y a des coupes budgétaires qui sont prévues, je ne sais pas si elles ont été réalisées, mais dans le budget de l'éducation. Des coupes conséquentes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Elles sont loin d'être réalisées. C'est une proposition budgétaire de l'administration Trump dont il est à craindre ou à espérer, selon sa perspective, que ça soit rejeté en vrac par le Congrès. Mais effectivement, des coupes budgétaires, mais pas forcément toutes dans le but de promouvoir telle ou telle thèse religieuse ou anti-scientifique. Non, le but, c'est de faire un transfert vers l'économie privée, en quelque sorte. Oui, alors la grande thématique de Betsy DeVos, c'est le choix à l'éducation des parents. Et c'est le désir, en fait, de déconnecter l'enseignement d'une influence de Washington pour redonner, c'est son discours, cette influence aux communautés locales et aux parents. En réalité, comment ça se traduit ? Ça se traduit par 13% de coupes budgétaires, à peu près 9 milliards de dollars.
qui vont, une partie de cet argent, soit 1,5 milliard de dollars ensuite, va être redistribué sous forme de subventions à des écoles privées ou à des écoles semi-privées à caractère religieux par l'État. Donc on a un affaiblissement du système public, renforcement du système privé par une aide étatique. Et on sait très bien, et Betsy DeVos a un agenda religieux pour le coup, on sait très bien que c'est une manière d'augmenter l'électorat républicain, parce que si vous augmentez l'électorat religieux, ou en tout cas l'influence religieuse, vous augmentez l'électorat républicain. Et puis par ailleurs, ça fait marcher, on va dire, ou ça va dans le sens de son idéologie religieuse, qui est une idéologie pour le coup extrêmement conservatrice. Très conservatrice, vous disiez, elle est créationniste. En même temps, ni Mike Pence ni elle ne sont extrêmement diserts sur leur vision de la création. C'est pas ça passe pas, comme vous disiez, auprès de certains cercles. Du vice-président Mike Pence, c'est en 2002 qu'il a fait son fameux discours. Son coming out, en quelque sorte. Où il s'est déclaré de manière tout à fait catégorique être créationniste. Depuis, il n'en a pas dit un traître mot. Je doute qu'il ait changé réellement d'optique en la matière. Mais enfin, ce n'est pas pour lui, disons, un thème sur lequel il tient à insister publiquement. Mais d'ailleurs, que ce soit lui ou Betsy DeVos, ils se réclament, si on arrive à comprendre leur position, de l'intelligent design. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une façon de rendre le créationnisme fréquentable ? Alors, entre 1968 et 2005, il y a à peu près 10 procès qui ont été traités par des cours de stature fédérale concernant l'enseignement de l'évolution. Et ces procès ont amené, en fait, le créationnisme à muter pour pouvoir passer la rampe de l'enseignement dans les écoles privées. Monsieur Adams le disait tout à fait justement, il y a un blocage constitutionnel qui est la clause de non-établissement, c'est-à-dire l'État ne peut pas favoriser un culte ou une religion. Et c'est contre ce roc que se sont heurtées les velléités créationnistes. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des tentatives de fabriquer un objet qui pourrait lui être enseigné dans les cours d'éducation de sciences. Et l'intelligent design en fait partie. Qu'est-ce que c'est l'intelligent design ? C'est cette idée qu'il y aurait une intelligence supérieure qui aurait guidé le processus d'évolution. Évidemment, c'est une autre manière de parler de Dieu, mais sans le mentionner. Or, il y a eu une interdiction qui a été posée par une cour fédérale en 2005, c'est le procès Kitzmiller contre l'enseignement de l'intelligent design, et depuis, une nouvelle formule en fait a été tentée, c'est celle d'enseigner la pensée dite critique. Or, lorsque Betsy DeVos est interviewée pour savoir si elle va devenir ou pas ministre de l'Éducation, ce qu'elle va dire, à la question de savoir quel type de science vous allez enseigner, vous allez promouvoir dans les établissements scolaires, elle va dire « je vais pousser à l'enseignement de la pensée critique ». C'est un nom de code pour la droite chrétienne qui consiste à dire « on va enseigner de l'intelligent design sans trop le dire ». Par ailleurs, Betsy DeVos, qui est une multimilliardaire, finance le think tank qui a développé l'intelligent design. Alors, on comprend quelle influence ça peut avoir sur l'enseignement des sciences. Sur la question du climato-scepticisme ou du changement climatique, on voit un petit peu moins l'enjeu peut-être pour les créationnistes. Finalement, pourquoi est-ce que, pour cette droite chrétienne fondamentaliste, pourquoi est-ce qu'elle s'oppose au changement climatique, à l'idée même que ça puisse exister ? Je ne pense pas qu'on puisse supposer automatiquement que la démographie créationniste soit identique à la démographie abnégationniste en matière du réchauffement terrestre. Là aussi, il y a très vraisemblablement une corrélation. Je crois que ce qui fait le trait d'union entre ces deux courants est l'idée que, ma foi, la Terre est parfaite, ayant été créée telle qu'elle par Dieu il y a moins de 10 000 ans. Donc il est inconcevable que l'homme puisse avoir une quelconque influence sur son destin, en quelque sorte. La destinée de la Terre. Puis il y a l'histoire du déluge aussi, derrière. Oui, alors on a vu Shimkus, l'un des représentants républicains, s'exprimer. En fait, il s'exprimait devant un lieu très précis, qui était la sous-commission du Parlement sur les enjeux économiques et écologiques. Et d'ailleurs, Shimkus, qui va citer la Genèse et va dire Dieu a promis après le déluge qu'il n'y aurait plus jamais d'inondation mondiale, donc pas de réchauffement climatique susceptible de nous inonder, rassurez-vous.
Ce même Chipkus est aujourd'hui le président en fait, de cette commission. C'est dire. Par ailleurs, j'aimerais parler d'une loi, d'un projet de loi que l'intelligent design, que les tenants de l'intelligent design ont réussi à faire passer. C'est ce qu'on appelle la loi sur la liberté académique, qui permet à un enseignant dans certains États de contester soit la théorie de l'évolution, soit le réchauffement climatique, en prétextant sa liberté académique. Il existe un arrêt judiciaire qui remonte à 2014, l'arrêt Kitzmiller dans le Delaware, qui là aussi déclare anticonstitutionnel précisément ce type d'initiative. Mais qu'est-ce qu'on fait face à cela? Parce que, alors, vous parlez de cette pensée critique qui est invoquée par Betsy DeVos. Là, voilà, on doit pouvoir enseigner de façon équivalente, en quelque sorte, la théorie de la création, la théorie de l'évolution, le réchauffement climatique ou son opposé. On est un peu dans cette idée des faits alternatifs, chers à Trump. Charles Adam, comment est-ce qu'on réagit à ça? Comment est-ce qu'on contre ça? Je crois qu'il est important de souligner que ce qu'on appelle l'intelligent design est en fait, à mon sens en tout cas, un rapprochement à cette thèse de l'évolution théiste. C'est-à-dire, on ne conteste pas la vérité de la science. On pense simplement que l'évolution a été téléguidée en quelque sorte par une divinité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Comment on fait face à ces faits alternatifs Alors, je pense que d'une part, déjà, c'est en évitant de stigmatiser des communautés religieuses, mais en cherchant au sein de ces communautés religieuses des gens qui sont d'accord de dialoguer et d'accord de faire l'articulation entre science et foi, qui est une articulation difficile. Ça, c'est un premier élément. Et je pense que la question se pose du côté des évangéliques, mais elle se pose aussi du côté de l'islam. Et on aurait pu faire la même émission avec la façon dont les thèses créationnistes qui ont été développées aux États-Unis dès les années 60 se retrouvent aujourd'hui du côté de l'islam. Ils se retrouvent également en Amérique latine. Absolument. On retrouve le même pourcentage, globalement de 40% de la population, qui se déclare créationniste. Et par ailleurs, je pense qu'il y a une crise de légitimité des institutions scientifiques qui ne touche pas simplement la religion, qui ne touche pas simplement la science, mais elle touche également les médias. Donc vous l'avez dit, on est dans une ère de, entre guillemets, post-vérité. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une forme de défiance à l'égard du fonctionnement des institutions scientifiques. Et là, je crois qu'il y a un travail pédagogique à mettre en place. Aux États-Unis, un des acteurs les plus puissants dans la lutte contre le créationnisme, ce sont des professeurs d'école qui ont décidé de monter une association qui s'appelle le Conseil national de l'enseignement scientifique et qui mettent à disposition sur leur site internet et au travers de conférences du matériau qui explique de façon extrêmement pédagogique les différentes positions et qui entre en dialogue avec les théologiens, y compris avec Francis Collins, par exemple, ce scientifique évangélique qui était à la tête du génome humain, du projet sur la cartographie du génome humain. Donc là, il y a des initiatives qui sont extrêmement, on va dire, réjouissantes, mais pour autant que cette forme de christianisme, qui se veut plus modérée, plus en accord avec une société libérale, continue à survivre. Or, la sécularisation nous dit que ce n'est pas gagné. Ça viendra peut-être alors de la base, la réponse à cela. Ça viendra du rehaussement du niveau éducatif. C'est par l'éducation que le problème sera résolu. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautspascroire@rts.ch ou poster un message sur notre page Facebook. Et c'est sur Facebook aussi que vous pourrez retrouver les réponses de nos invités à vos questions, celles qui ornent l'arbre.